Oui, donc il y a eu un petit cafouillage sur le titre de ma présentation qui parlera donc des limites environnementales, sociales et économiques de la croissance et non pas de la décroissance, même si on pourra revenir sur les limites de la décroissance dans la discussion si vous le voulez. Et oui, donc ce que je voulais faire dans cette intervention, c'est essayer de démonter l'un des dogmes les plus puissants aujourd'hui, qui est celui de penser que la croissance économique est soit un phénomène émergent, naturel et universel, soit absolument nécessaire pour réduire la pauvreté, les inégalités ou faire d'autres choses, qu'en gros, une économie doit forcément croître. Et donc, pour déconstruire un petit peu ça, et là, je reprends un argument que j'ai développé dans ma thèse de doctorat que j'ai publiée il y a déjà un an, qui s'appelait « The Political Economy of Degrowth », l'économie politique de la décroissance. Donc, je vais essayer de montrer ici que la croissance économique fait face à 3 familles de limites. Et ça me permet de développer la thèse suivante, c'est que dans un pays comme la France aujourd'hui, la poursuite de la croissance économique, de plus de production, est non seulement écologiquement insoutenable, mais aussi socialement insupportable et politiquement, on pourrait dire plutôt collectivement, inutile. Donc, ça, c'est la thèse que je vais essayer de défendre et bien sûr, on pourra en discuter un petit peu. On va commencer avec le écologiquement insoutenable. Donc ça, c'est l'un des points de départ de la décroissance et de beaucoup d'autres paradigmes, on va dire, alternatifs, c'est que la croissance verte fait face à un certain nombre de limites. Alors là, je suis en train d'écrire un livre pour Flammarion sur le sujet et j'ai intitulé l'une des sections « La croissance verte, une fake news ». Vraiment pour annoncer la couleur, et je pense qu'on n'en est pas loin. Donc, quand on entend parler de croissance verte, et plus précisément de découplage donc, du PIB et des pressions environnementales, on a l'impression, enfin, ça donne l'impression qu'on est en train de verdir l'économie. C'est-à-dire que peu à peu, on dématérialise, on circularise, on décarbone, on fait toute une sorte de choses qui nous permettent de continuer à croître sans forcément augmenter le métabolisme biophysique de notre économie. Mais quand on regarde vraiment les chiffres, et maintenant, il y a 10 ans, c'était peut-être un petit peu compliqué. Aujourd'hui, ça l'est moins parce qu'il y a eu la première revue exhaustive du sujet l'année dernière qui a passé en revue 835 études, donc la totalité des études empiriques sur le découplage. Donc maintenant, ça devient très difficile vraiment que toutes ces données sont visibles à tout le monde, d'aller chercher les chiffres qu'on ne connaît pas. Donc, on se rend compte qu'il y a certains problèmes. Donc, la plupart de ces études, là, je vais parler de 5 problèmes, elles ne comptabilisent pas les importations. Ça fait seulement depuis 2012 qu'on a des indicateurs qui nous permettent de prendre en compte les importations cachées. Donc, en France, par exemple, voilà, toute l'empreinte carbone liée aux produits qu'on importe, qui avant n'étaient pas comptabilisés. Donc, c'est assez facile, bien sûr, si on vient délocaliser les productions les plus intensives écologiquement, et ben, ça sort de notre comptabilité carbone, mais ça s'ajoute à la comptabilité carbone de quelqu'un d'autre. Donc, globalement, ça ne change rien. Deuxième problème, donc si on inclut les importations, bah là d'un coup la croissance elle est moins verte. Le découplage est temporaire. Donc souvent on parle de croissance verte, on voit oh bah très bien, on fait une transition, je ne sais pas, par exemple du charbon au gaz ou une partie du gaz aux énergies renouvelables, et on voit un découplage temporaire bien sûr parce qu'il y a ce mix qui est moins intense en gaz à effet de serre, mais ça, c'est que temporaire, parce qu'une fois que cette infrastructure énergétique, si on veut la faire croître, qu'elle soit du gaz ou des énergies renouvelables, eh ben, ça va demander plus d'extraction de minéraux, plus d'utilisation d'énergie fossile pour construire cette infrastructure. Donc là, ça va se recoupler, même si à un niveau moindre. Donc, si on regarde sur la très longue durée, là aussi, ça vient réduire la croissance verte qu'on observe. Troisième, on ne parle que de carbone. Moi, en tant qu'économiste écologique, je regarde l'économie comme un métabolisme sociétal. C'est-à-dire que la totalité de nos activités de production et de consommation, on utilise des trucs qui viennent de la nature et on rejette des trucs dans la nature. Mais ces trucs, ce n'est pas que du carbone. Il y a de l'eau, il y a des animaux, il y a des sols, il y a des services écosystémiques, il y a plein de choses. Une économie écologique, dans le sens vraiment, si on est sérieux du terme, c'est une écologie qui a un métabolisme soutenable sur tous ces aspects.
Donc, une fois qu'on aura décarboné la croissance, il nous restera à la découpler de son usage en eau, de son usage en matériaux, de son usage en énergie, même des énergies renouvelables, de son usage en plein de choses et de toutes les conséquences qu'elle a sur son environnement. Donc là, tout de suite, eh ben, peut-être on a quelques bonnes nouvelles de croissance verte en termes de carbone, mais dès qu'on vient inclure d'autres choses, eh ben là encore, ça vient réduire les taux. Troisièmement, les taux de découplage sont minuscules. Donc, même dans les quelques pays, la plupart du temps, voilà, on parle de la France, l'Angleterre, les champions du découplage, vraiment la poignée de pays où on a observé des petits taux de découplage absolu, c'est dérisoire. C'est dérisoire comparé aux réductions qu'on devrait voir pour honorer l'accord de Paris dans la décennie à venir. Donc, moi, je résume toujours ça comme ça. Dire qu'on a la croissance verte aujourd'hui, c'est comme dire que j'ai escaladé le mont Everest, alors que j'en aurais peut-être fait les 3 premiers mètres. C'est pas faux, hein, factuellement, mais on va dire que c'est un peu désingénieux. Et cinquièmement, les taux de croissance sont aussi minuscules. Alors là, il faut se replacer dans le contexte macroéconomique des économies à haut revenu comme la France, où nous sommes dans une situation de stagnation séculaire, pardon, donc des taux très faibles de croissance et des taux qui s'affaiblissent. Donc là, on se rend compte que même une économie qui n'a presque pas de croissance, donc c'est-à-dire une économie où ça serait normalement théoriquement le plus facile à verdir parce qu'elle reste à peu près à la même taille, et ben on n'y arrive pas. Même là, on a les taux dérisoires de découplage avec tous les limites dont je parle. Donc ça, c'est vraiment les 5 problèmes qui montrent que la croissance verte, c'est une fake news, elle n'est pas vraie, elle est verte à… Vous savez, c'est comme les publicités, là, on devrait mettre un petit astérisque et dire, oui, bah, elle est verte à 0,01%, comme quand vous achetez, je ne sais pas, des chips aux truffes au supermarché à 15 centimes et vous voyez qu'il y a 0,00001% de goût de truffe ajouté artificiellement. Bah, la croissance verte, aujourd'hui, c'est ça. Le verdissement est un petit peu ajouté artificiellement à teneur de 0,0001%. Après, bien sûr, bon, la grande question, c'est est-ce qu'on peut la verdir plus dans l'avenir ? Je pense qu'il y a un certain nombre d'obstacles, et on pourra revenir sur la discussion, qui font que ce n'est pas possible dans le temps qui nous est imparti. Donc, nous allons avoir besoin de faire quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, on le devine, c'est la décroissance. Donc, si on ne peut pas verdir la production et la consommation, eh ben, on peut essayer de réduire les productions et les consommations de biens et services à haute intensité écologique pour réduire l'empreinte carbone de manière plus rapide et plus certaine que d'investir dans l'innovation et la technologie pour permettre d'espérer qu'un jour peut-être, nous allons verdir cette croissance. Donc ça, c'est le premier point. Mais on peut l'oublier. Oublions. Disons que la croissance est complètement verte. Disons que le monde n'a pas de limite et que nous pouvons croître sans limite. Et là, je vais apporter un autre argument qui vient de l'économie féministe, une école de pensée hétérodoxe qui est née dans les années 90. En fait, en tant qu'économiste féministe, ce qu'on regarde, c'est l'aspect non monétaire d'une économie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sphère de la reproduction. Qu'est-ce qui doit se passer socialement pour qu'on puisse produire ? Eh bien, il faut être en bonne santé, il faut être éduqué, il faut être de bonne humeur, il faut avoir confiance en soi, il faut se sentir faut être capable d'aller au travail, il faut être dans un environnement où voilà, on aime bien ses collègues, des choses comme ça. Donc, la production, aller dans une usine faire une chaise, demande plein de services de reproduction qui sont assumés par la société en général, par les gens au sein des ménages. Et ces activités reproductives sont aussi limitées, tout comme la planète, parce qu'elles dépendent du temps et de l'effort. Le temps, nous l'avons 24 heures par jour. Et donc là, on se rend compte que si on augmente la production de marchandises, donc de plus en plus de voitures, de plus en plus de voitures, de plus en plus de voitures, au bout d'un moment, on va venir faire pression sur les limites, sur les capacités reproductives d'une économie, et jusqu'au point où on n'arrivera plus à reproduire notre force de travail. On va se retrouver dans ce qu'on appelle une récession sociale. Un exemple, c'est le burn-out. Voilà, on travaille 30 heures par semaine, 40, 50, 60, vous poussez. Au bout d'un certain moment, vous travaillez trop, vous n'arrivez plus à reproduire votre capacité à travailler, vous tombez en dépression et vous perdez votre capacité productive complètement. Donc, ce mécanisme qu'on connaît à l'échelle individuelle peut aussi arriver à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'un pays. Donc, moi, c'est un argument que j'essaie de développer, c'est les doubles limites sociales et écologiques. C'est une économie ne peut pas croître, et quand on dit croître, c'est-à-dire le secteur, la production de marchandises ne peut pas croître à l'infini parce qu'on a des quantités finies d'énergie et de matériaux, c'est les limites biophysiques, et parce que nous avons des limites finies de temps
et surtout de capacité de services reproductifs, c'est les limites sociales. Mais bon, là, peut-être certains ne seront pas convaincus et me diront, d'accord, progrès technologique, ça nous permet d'aller outre ces limites, on pourra aussi en discuter, j'ai un argument là-dessus. Et moi, je dirais, bon, d'accord, on oublie. Et on se pose la question, pourquoi veut-on vraiment faire croître une économie? Qu'est-ce que cela permet de faire? Et moi, j'aime bien parler des 5 fausses promesses de la croissance, parce que quand on socratise un petit peu la discussion, des gens qui veulent la croissance, ils finissent toujours par nous dire, nous voulons éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités, créer des emplois, financer les budgets publics et en général améliorer la qualité de vie. D'accord? Donc là, on retrouve un petit peu les 5 choses qu'on devrait avoir à travers ce moyen qui est la croissance économique. Mais si on se penche vraiment sur ces 5 choses, je pense qu'on se rend compte aujourd'hui que la croissance économique est une stratégie mal adaptée pour atteindre ces objectifs. La croissance économique ne réduit pas la pauvreté dans un pays comme la France, où la pauvreté a augmenté sur la dernière décennie. C'est lié au fait, bien sûr, que la croissance économique est distribuée de manière inégale. Donc là, on touche aux inégalités. C'est les travaux de Thomas Piketty. Donc, on voit bien, c'est qu'une partie de l'activité économique, si ça ne se traduit pas par une augmentation des salaires, mais simplement par une augmentation des revenus de rente, d'intérêts, de bénéfices et de dividendes, ça va seulement être les riches qui s'enrichissent. Et quand on regarde voilà, qui bénéficient vraiment de la croissance économique, on se rend compte que c'est principalement ceux qui sont déjà riches. Donc là, ça n'est pas une stratégie viable ou c'est une stratégie très peu efficace. Il faudrait croître pendant un siècle pour pouvoir réduire les inégalités de la même manière qu'on pourrait faire en redistribuant aujourd'hui. Créer de l'emploi, on se rend compte déjà que le lien entre PIB et quantité d'emplois est compliqué, que ce n'est pas un lien automatique, mais on se rend compte surtout qu'il n'y a aucun lien entre croissance économique et qualité de l'emploi. Ça, bien sûr, on pourra en parler, c'est sur la méthodologie du PIB, comment on vient mesurer la croissance. Mais aussi, moi, j'aurais juste envie de dire, dans une économie comme la France, dans une situation de chômage de masse, chômage structurel, qui est quand même pas là depuis hier, et aussi dans une situation où nous avons des stagnations séculaires, donc taux de croissance descendant, essayer d'appuyer sur le bouton du PIB pour créer de l'emploi, c'est vraiment une tentative désespérée. Il va y avoir de moins en moins de croissance, donc il va falloir explorer des solutions alternatives. Des solutions alternatives, il y en a beaucoup, on pourra en discuter aussi. Mais le dogme aujourd'hui, c'est de rester coincé, de dire non, il faut absolument faire croître le PIB pour sauvegarder l'emploi. Empiriquement, c'est faux. Théoriquement, ça ne tient pas debout non plus. 4e point, les budgets publics. Alors là, on nous dira, oui, mais vous voulez investir dans les énergies renouvelables. Vous voulez permettre la mobilité active, toutes ces choses-là. Vous voulez financer la réduction du temps de travail, la garantie de l'emploi, le maintien en coopérative, à l'économie sociale et solidaire. Ça demande de l'argent. L'argent, il faut bien que l'État le trouve quelque part. Aujourd'hui, comment l'État se finance? À travers les taxes sur les activités économiques, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices. Et donc, la croissance est nécessaire pour augmenter le pouvoir d'intervention de l'État. Et si on venait faire décroître la sphère de marché, ça serait se tirer une balle dans le pied et réduirait la position de l'État comme acteur de la transition écologique. Alors, là, ici, il y a toute une salade. Je pense que sur cette question, c'est la plus grande, c'est le smoothie des malentendus, à commencer par un point qui a brillamment été démystifié par les économistes atterrés depuis déjà longtemps, qui est le fait que les services publics ne sont pas des luxes improductifs permis par un prélèvement sur les activités de marché qui viendraient créer de la richesse. Pas du tout. Les services publics viennent créer de la richesse. C'est une forme d'organisation économique qui est exactement symétrique à l'organisation d'une production sur le secteur privé. Donc, ça n'a pas de sens de dire qu'il faut faire croître la véritable richesse de marché pour pouvoir alimenter les services qu'on viendrait créer dans les écoles, dans les hôpitaux, dans l'infrastructure énergétique, dans l'infrastructure de transport. Non, aussi, ces infrastructures viennent créer des services qui ont valeur équivalente. C'est juste des différentes questions de financement. Et ensuite, il faut aussi faire la part des choses, des dépenses qui sont engagées aujourd'hui pour maintenir justement une économie qui fonctionne mal. On pense à toutes les dépenses compensatoires liées aux dégradations environnementales qui, bien sûr, n'auraient pas lieu d'exister dans une économie écologique. On pense aussi à toutes les dépenses liées au surchauffe social. Vous vous souvenez, c'est la 2e limite, liée au burn-out, au manque de confiance,
au chômage, à la pauvreté, aux inégalités, des dépenses qu'on pourrait aussi annuler. Donc, si on vient repenser un petit peu les dépenses publiques, il ne faut pas simplement penser la décroissance comme quelque chose à financer sur le côté comme ça. Non, il faut repenser la question de la valeur dans l'économie et repenser, je pense, et là, c'est là où on vient opposer décroissance et néolibéralisme, la proportion entre la sphère de marché, la sphère de l'économie communautaire, des communs, et la sphère publique. Voilà, mon dernier argument très vite fait sur la qualité de vie, de dire qu'il n'y a plus aucune corrélation entre PIB, niveau de santé, niveau d'éducation, convivialité, toutes ces choses-là, c'est découplé, c'est le paradoxe d'Esterlin, maintenant on connaît bien. Donc, attendre que la croissance vienne augmenter la qualité de vie, là aussi, c'est une stratégie mal adaptée. Donc, j'essaie de conclure parce que j'ai déjà atteint les 15 minutes. Là, c'était donc, si on déconstruit le dogme de la croissance économique, on arrive directement dans moi ce que j'aime bien appeler la décroissance, que certains appellent la post-croissance, qui est en fait une boîte à outils, une paire de lunettes qui nous permet d'approcher, de se poser des questions de politique économique au dehors des dogmes de la croissance. Donc, des questions comme comment créer des emplois sans forcément faire croître la taille de l'économie. Des questions sur la réduction du temps de travail, l'emploi garanti. Comment redistribuer sans forcément avoir une croissance? Comment financer un État? Comment investir? Comment organiser les entreprises? Donc là, on voit bien que la décroissance, ce n'est pas seulement un phénomène, juste un petit truc qu'on pourrait décrire comme une réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation. Non, c'est bien l'ouverture d'un champ de réflexion en politique économique. Et d'ailleurs, on retrouve le titre de la thèse, The Political Economy, l'économie politique de la décroissance. C'était mon point principal. C'est l'ouverture d'un champ d'économie politique pour repenser l'économie de manière plus adaptée au contexte de l'Anthropocène. Je m'arrête là, on continuera en discussion.